Si Aladin s'était présenté à moi avec sa lampe magique et m'avait dit « Tu peux faire un seul souhait et il sera exaucé », je lui aurais demandé de nous transporter, Jacinthe et moi, sur une île perdue du Pacifique, avec 2 ou 3 arbres et un ruisseau. Je me sentais prêt pour vivre d'amour et d'eau fraîche. J'avais été caporal et avais eu des hommes sous mes ordres. Avec ces hommes, j'avais remporté des victoires, gagné des courses de patrouille devant tous les sous-officiers. Eh bien, ce matin-là, je remportais une victoire plus magnifique que toutes les précédentes et étais l'homme le plus heureux du monde. Oh, cette euphorie n'était que passagère et je le savais. Mais je savais aussi, désormais, que je pouvais un jour rendre une femme heureuse. Cette victoire-là, c'était le Seigneur qui me l'avait donnée. Elle avait alors plus de valeur que toutes les autres. Je rêvais encore quand la fleur de ma vie, d'un regard langoureux, me fit comprendre que gagner le prologue ne signifiait pas nécessairement avoir gagné son cœur. Ses lèvres étaient pour moi le départ d'une étape dans laquelle je devais aussi faire mes premières armes. J'étais le leader dans cette course et me devais de la gagner. Bon sang! J'avais attendu un quart de siècle pour avoir droit à ce fruit défendu, mais sa saveur sur mes lèvres n'en était que meilleure. Par ce simple baiser, le mot amitié n'avait plus sa place entre nous et s'était effacé pour faire place au mot tendresse. Mon petit livre de sources de sagesse chinoise disait vrai. Nos désirs sont comme les enfants. Plus on leur cède, plus ils deviennent exigeants. Après le baiser aux lèvres de feu, ce fut les caresses aux mains de feu. Elle allait être d'accord pour cette nouvelle étape, mais pas sur ce terrain qui n'était pas le sien. Je comprenais enfin pourquoi Jacinthe et Chantal avaient voulu chacune leur propre appartement. J'avais compris beaucoup de choses cette nuit-là. Beaucoup de choses auxquelles je n'avais jamais eu à penser. J'avais également compris que Pierre et Chantal, eux aussi, auraient voulu rester seuls sur leur terrain. Nous nous fîmes donc pas prier et avec discrétion refermâmes la porte du studio qui ce soir-là avait vu 4 cœurs au battement intensif briller d'un même bonheur. Quand je déposai Jacinthe devant chez elle, ce fut un au revoir différent des autres dont il fut question. Fini les bises amicales sur les joues. Nous parlions un autre langage ce matin-là, celui du cœur et des sentiments. Pour revivre des instants aussi beaux que ceux que nous venions de vivre, et plus extraordinaires encore, j'allais devoir attendre le surlendemain. Nous nous étions préalablement entendus le jour du loto, afin que je dorme dans son appartement la nuit précédant son départ, puisqu'elle m'avait demandé de bien vouloir l'emmener à l'aéroport le 21 janvier aux premières lueurs de l'aube. Ainsi, pour gagner du temps, elle m'avait offert son hospitalité nocturne. Inutile de dire qu'elle n'avait pas été obligée d'insister pour que j'accepte sa proposition. Il est vrai que je rêvais de ce moment depuis bien longtemps, mais je ne me doutais pas pour autant que cette nuit sur l'étang allait être la plus belle de ma vie. Lors de ce dernier samedi en Suisse, Jacinthe allait empaqueter ses biens personnels durant toute la journée. Bien entendu, elle n'avait pas oublié non plus mon petit meuble que je lui avais confectionné, ainsi que son bicycle. Tout ce travail allait lui demander des heures. Je n'allais donc pas l'encombrer de ma présence. Concernant son vélo, M. Clos lui avait préalablement tout démonté et soigneusement emballé, sans même lui demander 1 centime pour cela, car cette entente avait été faite au moment de l'achat. Mais en ce qui concernait ses bagages, c'était une autre paire de manches. Elle se devait d'identifier chaque article sur de grandes fiches vertes pour satisfaire les exigences douanières. Ce travail devait l'occuper jusqu'au soir. Quand elle l'eut terminé,
Elle s'était rendue jusqu'à l'hôpital pour retrouver ses copines et leur dire un dernier au revoir. Raison pour laquelle elle m'avait demandé de ne pas passer la prendre ce soir-là. Ce fut le dimanche matin que nous nous retrouvâmes. J'étais passé la prendre aux alentours de 10 heures, pour laisser à sa mémoire le souvenir d'une Suisse enneigée, comme elle l'aimait. Nous gagnâmes Yverdon-les-Bains par le pied du Jura, où la neige tombait à gros flocons. Je dois avouer qu'à certains moments, les risques que je prenais engendrèrent en moi la peur. Non pas parce que je roulais vite, mais n'ayant pas de pneus à neige, ma voiture dérapait fréquemment. De plus, contrairement aux routes de la plaine de l'Orbe, celle du pied du Jura était constituée de fortes descentes et par là même de montées tout aussi redoutables. Me retrouver pris au fond d'un vallon et devoir attendre une remorqueuse n'était pas une éventualité qui m'enchantait. Mais une fois de plus, l'Éternel fut indulgent et ne me fit pas payer les conséquences de ces risques inutiles. En cette dernière journée sur sol suisse, Jacinthe allait être, je ne dirais pas mon invité, mais l'invité de la famille Burdet. Pour cette occasion, maman avait préparé un repas de fête, la fondue bourguignonne. Tout au long du repas, mes parents ainsi que grand-maman eurent l'occasion de poser beaucoup de questions à Jacinthe sur ce pays presque inconnu pour nous, le Québec. Quand nous eûmes terminé de manger, Jacinthe et moi quittâmes Yverdon-les-Bains pour nous rendre au Genevet-sur-Coffrane, dans le canton de Neuchâtel. À cet endroit, un bar présentait une attraction tout à fait particulière. Le bar L'Aquarium, comme son nom l'indique, était pourvu de gigantesques bassins vitrés dans lesquels nageaient les sortes de poissons les plus particulières au monde. Et pour impressionner même les personnes qui n'étaient pas spécialisées dans la faune marine, l'un des bassins contenait des requins. Quand nous eûmes terminé nos consommations, nous reprîmes la route pour nous rendre jusqu'à Avenches, où je désirais montrer à Jacinthe les ruines romaines du vieil Aventicum. Pour nous rendre à cette ancienne cité romaine, nous nous dirigeâmes tout d'abord vers la pointe nord du lac de Neuchâtel, pour ensuite repartir vers le sud en direction d'Avenches. Après avoir traversé le petit village de Montet, nous arrivâmes ensuite à Montmagny. Arrivé à l'écriteau de ce village, exclamation de Jacinthe. « Ah, Montmagny! Quoi, tu connais? C'est ma ville, c'est le nom de ma ville. » Sans le savoir, je venais de démontrer à Jacinthe qu'il ne lui était pas nécessaire de faire plus de 7000 kilomètres pour se retrouver chez elle. Mais si le nom de ce village correspondait à la lettre au nom de sa ville, le cœur de Jacinthe, lui, s'y sentait totalement étranger. Et comme elle devait me l'écrire par la Suisse est un pays magnifique, mais mon pays, c'est quand même mon pays, et ça ne s'oublie pas comme ça. Quelques instants plus tard, alors que nous étions arrivés à Avenches et marchions parmi les ruines romaines, la neige se remit à tomber. Et à partir de cet instant-là, elle allait tomber sans discontinuer toute la nuit. Nous étions en Suisse, mais la chanson du chanteur québécois Gilles Vigneault aurait également été de circonstance ce jour-là. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'amis sera-t-elle qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain,
ces rafales. Ma maison, ce n'est pas ma maison. C'est froid dur, mon pays, ce n'est pas un pays. C'est l'hiver. De ce grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Et les humains sont de ma race. Mon pays, ce n'est pas un pays. C'est l'hiver, mon jardin, ce n'est pas un jardin. C'est la plaine, mon chemin, ce n'est pas un chemin. C'est la neige, mon pays, ce n'est pas un pays. C'est l'hiver, mon pays, ce n'est pas un pays. C'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est ma vie. C'est pour toi que je veux posséder mes hivers. Ou était-ce peut-être le ciel de Suisse qui voulait descendre jusqu'à Jacinthe pour lui dire au revoir? Comme cet après-midi tirait à sa fin, nous prîmes le chemin du retour. La route était mauvaise et je ne pris aucun risque. Une nuit merveilleuse se profilait, et pour rien au monde, j'aurais risqué de la compromettre. Ma vitesse maximum ce soir-là, entre 50 et 60 km à l'heure. À environ 15 km d'hiver dans les bains, en montant la côte des Grottes de Chair, à plus d'une reprise mes roues se mirent à tourner sur place. À un certain moment, alors que la chaussée était rectiligne à perte de vue et que je roulais à 50 km à l'heure, je prévenais Jacinthe et bloquais tous les freins de ma voiture. Par cette manœuvre, je voulais ainsi me rendre compte à quel degré j'étais encore maître de mon véhicule. Résultat 0,0. En bloquant les 4 roues de mon véhicule, il continuait sa trajectoire comme si de rien n'était, sans même un léger ralentissement. Finalement, après un trajet sans problème majeur, nous arrivâmes à la maison, où mes parents nous attendaient pour souper. Le repas terminé, grand-maman me demandait de la raccompagner jusqu'à la gare, afin qu'elle puisse reprendre le train pour Lausanne, ce que je fis d'ailleurs sans perdre une minute. Durant ce temps-là, Jacinthe resta en compagnie de mes parents. Jusque-là, tout baignait dans l'huile. Dans ma tête, je m'imaginais déjà seul avec Jacinthe dans son appartement. J'en brûlais d'impatience. Mais lorsqu'on est impatient, quelquefois, il arrive que l'on prenne des risques mal calculés. Après avoir déposé grand-maman devant la gare, je m'empressais de regagner mon domicile. En remontant la rue des Hutins, comme cette dernière était très étroite et glissante à la fois, je roulais à environ 30 ou 40 km à l'heure. Lorsque vint le moment de prendre mon virage pour prendre la rue du Cheminais, comme ma vitesse était relativement lente, je ne vis pas la nécessité de ralentir encore davantage afin de prendre mon contour à l'allure d'un homme au pas. Mais lorsque je pris mon virage, la neige, qui était entassée puis recouverte d'une couche de poudreuse, me fit perdre totalement la maîtrise de mon véhicule. En quelques centièmes de seconde, je pris conscience de mon erreur. Mais il était trop tard. Ma voiture se dirigeait en ligne droite vers un muret en béton. Merde, je pars. Si je bloque à fond et que je fous plein gaz, la bagnole va bien se tourner, mais c'est tout le flanc droit qui va ramasser. Parce que comme je pars là, je suis obligé de taper. Alors merde, je tape de face et j'espère que le pare-choc encaissera le coup. Mon calcul était en partie justifié, car si j'avais persisté à négocier en dérapage, c'était tout le côté droit qu'il aurait fallu redresser. Mais mon espérance de voir l'impact amorti par le pare-choc avant avait été vaine. De plus, mon phare droit s'était mis à regarder vers la gauche, mais n'était heureusement pas brisé. Le capot avant, lui aussi, était légèrement froissé.
Jamais je n'avais pris ce contour aussi doucement, et pourtant, c'était encore trop vite. Je savais que les frais de carrosserie seraient élevés, mais j'essayais de me consoler en me disant que la nuit qui commençait allait vite me faire oublier les dommages de ma Peugeot 204. Comme ma voiture pouvait encore rouler avec tous ses moyens, phare, signophiles, etc., je n'en touchais moins mes parents. Quelques instants plus tard, je quittais le cheminée en compagnie de Jacinthe, mon sac de couchage sous le bras. 1 heure plus tard, je chargeais tous les bagages de Jacinthe dans ma voiture. Cependant, je laissais une place de libre pour permettre à Chantal, le lendemain matin, de se joindre à nous. Ne travaillant pas cette journée-là, elle désirait, au nom de leur amitié, accompagner Jacinthe jusqu'à l'aéroport. Lorsque j'eus terminé le chargement de tous les bagages, je laissais la voiture à un endroit qui me permettrait, le lendemain matin, de quitter la Sarraz, et cela même si la voirie n'avait pas encore dégagé toutes les routes avec le chasse-neige. Tout était prêt pour le lendemain, et nous n'avions plus d'inquiétude à nous faire. Son appartement était totalement vide. Seul restait dans le salon son poste de radio et nos 2 sacs de couchage, qui n'en formaient qu'un. Certes, le décor n'était pas luxueux, mais Adam et Ève n'ont-ils pas mangé le fruit défendu dans un verger, à même le sol? Alors,